Parfois, pour vraiment saisir la grande histoire, celle avec un grand H, il faut regarder de plus près, se pencher sur le destin d'une seule personne. Aujourd'hui, on va faire exactement ça en suivant la vie d'un homme, Joseph Saint-Amand. De sa naissance en 1754 à sa mort, sa vie nous raconte en fait une histoire bien plus large. Celle de la lutte de tout un peuple pour sa survie, celle du Québec sous le régime britannique. Waouh, juste cette phrase et on y est. On est transporté directement dans la réalité du Québec du XVIIIe siècle. C'est pas un concept abstrait, c'est le froid, c'est le vent qui siffle, c'est le témoignage direct d'un homme qui a vécu une époque où même les murs de sa propre maison ne suffisaient pas à le protéger de l'hiver. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. On a un peuple, francophone, catholique, qui se retrouve du jour au lendemain sous une nouvelle autorité, l'autorité britannique. C'est un choc et ça pose un défi immense. Un défi que le père de Joseph avait résumé en une seule phrase, toute simple, mais incroyablement puissante. Et voilà, c'était ça la clé. C'était la stratégie de survie, le mantra de tous les jours pour les Canadiens français. Comment on fait pour exister au sein de l'immense empire britannique sans perdre son âme, sans perdre sa langue, sa foi, sa culture? C'était un numéro d'équilibriste constant, un calcul de tous les instants. Et pour compliquer les choses, les Britanniques ont mis en place ce qu'on a appelé une démocratie décorative. En gros, ils ont donné l'impression de la démocratie, avec une assemblée élue par le peuple, sauf que le vrai pouvoir, il était ailleurs. Il était entre les mains d'un petit groupe de riches marchands anglais, la fameuse clique du château, qui n'était élue par personne. Imaginez la frustration, les gens comme Joseph votaient, élisaient des représentants, mais au final, leurs lois pouvaient être bloquées par une poignée d'hommes. C'était comme si leur voix ne comptait qu'à moitié. Bon, ce monde déjà si fragile va bientôt faire face à son tout premier grand test. Ça vient du Sud, avec l'arrivée d'envahisseurs qui se présentent comme des libérateurs. C'est la Révolution américaine. Et là, on arrive à un moment absolument crucial. Les Canadiens sont coincés entre deux feux. D'un côté, on a les Américains qui leur disent « Venez avec nous, battez-vous pour la liberté ». De belles paroles, de grands idéaux. Mais de l'autre, on a les Britanniques qui, eux, viennent de signer l'acte de Québec. Et ça, c'est du concret. Ils garantissent la religion catholique, les lois françaises, bref, tout leur mode de vie. Face à ça, la plupart ont choisi la prudence. Entre des promesses et des garanties, ils sont restés neutres. Mais au milieu de toute cette agitation politique, eh bien, la vie, elle, continue. Joseph se marie en 1783 avec une femme nommée Théotiste Groslot. Et les mots qu'il utilise pour la décrire, ils sont magnifiques. Cette force tranquille. Ça en dit long sur la résilience qu'il fallait avoir au quotidien, juste pour tenir debout dans ce monde si incertain. Ensemble, ils ont eu 15 enfants. 15. Pensez-y une seconde. Dans un monde aussi dur, chaque naissance était une victoire, une promesse d'avenir, une façon de dire que malgré tout, la vie allait continuer. Mais il y a l'autre côté de la médaille, une réalité beaucoup plus sombre. Sur ces 15 enfants, 4 sont morts en bas âge. C'est une statistique terrible, mais c'était le quotidien. La joie d'une naissance était toujours mêlée à la peur de la perte. La mort faisait partie de la famille. Et le monde extérieur, qui semblait s'être calmé, allait bientôt revenir frapper à leur porte. Et cette fois-ci, le prix à payer allait être bien plus élevé. 1812. Les Américains sont de retour. Ils s'attendent encore à être accueillis en libérateurs. Mais là, surprise, les choses ont changé. Cette fois, les Canadiens se battent. Et attention, ils ne se battent pas pour le roi d'Angleterre, pas du tout. Ils se battent pour leur terre, pour leur langue, pour leur foi. Ils se battent pour eux. C'est à ce moment-là que le conflit devient intime, personnel. Paul, le fils de Joseph, décide de s'engager dans la milice. Et cette phrase de Joseph, elle est déchirante. C'est tout le dilemme d'un père qui veut protéger son fils, mais qui se heurte à une autorité encore plus grande que la sienne dans le village, celle du curé. Il avait à peine 19 ans. C'était un gamin. Il a laissé derrière lui sa famille, sa fiancée, et il est parti, emporté par cet appel à défendre son foyer. Et là, l'improbable se produit. À la bataille de Châteauguay, c'est un peu David contre Goliath. On a environ 460 miliciens canadiens, dont Paul, face à une armée américaine de 4000 soldats. Et contre toute attente, en utilisant la forêt, leur connaissance du terrain, ils gagnent. C'est une victoire retentissante. Partout au Québec, les cloches des églises sonnent pour célébrer cette victoire inespérée. Mais dans la maison de la famille Saint-Amand, la joie est vite remplacée par un silence de plomb, terrifiant. Les autres soldats rentrent chez eux. Un par un, ils retrouvent leur famille.
Mais Paul, lui, ne revient pas. Et la grande victoire publique se transforme pour eux en une insupportable tragédie privée. Alors Joseph part. Il part le chercher. Mais au lieu de retrouver son fils, il découvre le vrai visage de la guerre. Des champs dévastés, des maisons en cendres, des églises pleines de blessés. C'est un paysage de douleur et de souffrance. Il ne trouve pas Paul, mais il voit ce que la guerre a fait. Et la seule réponse qu'il finit par obtenir, c'est celle-là. C'est terrible. Pas de corps, pas de tombe, juste l'incertitude. Le vide absolu. Une blessure qui ne pourra jamais vraiment se refermer. Et comme si le malheur ne suffisait pas, il faut comprendre l'ampleur du drame qui frappe cette famille. Parce qu'en plus de l'angoisse de ne pas savoir ce qui est arrivé à Paul, ils venaient tout juste de perdre leur fille de 18 ans, Elisabeth, emportée par la maladie à peine un mois plus tôt. On n'ose même pas imaginer le poids de ce silence dans leur maison. Alors, la question se pose, comment on fait pour continuer après ça? Comment on survit à tant de pertes? C'est dans sa vieillesse que Joseph, en regardant en arrière, a commencé à réfléchir à tout ça, au sens même de la vie. Il voyait bien que le monde changeait autour de lui, mais il voyait aussi une autre forme de résistance, beaucoup plus silencieuse. Pour des familles comme la sienne, avoir 15 enfants, ce n'était pas juste un fait personnel, c'était, sans même s'en rendre compte, une manière de participer à la survie collective. La survie, elle ne se jouait pas que sur les champs de bataille, elle se jouait surtout dans les berceaux. Arrivé à 83 ans, à la toute fin de son chemin, Joseph fait le bilan. Qu'est-ce qu'il reste de toute une vie de labeur et de deuil? Pas d'argent. Pas de pouvoir, non, quelque chose de bien plus fondamental, de bien plus durable. Et tout est là. C'est ça, la leçon ultime de la vie de Joseph. Au final, la survie d'un peuple, ça ne tient pas à grand-chose. Ça tient aux histoires qu'on se raconte, et surtout, à la langue qu'on utilise pour les raconter. C'est un héritage tissé de joie et de peine, de naissance et de perte. Un fil fragile, mais un fil qui pour lui ne devait jamais, jamais être rompu.